Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle émission en direct sur Twitch, la dernière techniquement de 2023. On va revenir sur la victoire de nos Aiglons, cette belle victoire à domicile contre le Racing Club de Lens, 2 buts à 0 dans un premier temps et dans un deuxième temps. On fera une petite partie de l'émission aussi sur les projections sur cette saison, le mercato qui va arriver, et puis voilà, un petit bilan tout simplement de cette demi-saison qui voit l'OGC Nice dauphin du Paris Saint-Germain avec 35 points quand même. Qui l'eût cru, qui aurait imaginé l'été dernier que l'OGC Nice allait terminer deuxième à la mi-saison? Peu de monde, je pense. Cette émission, je ne vais pas la faire seule, ce serait un peu embêtant et un peu ennuyant pour vous tous. J'ai le plaisir déjà d'accueillir un revenant, la première de la saison, c'est Jérémy, chroniqueur chez Avantinissa. Comment tu vas, Jérémy? Salut Pancho, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien, surtout depuis hier soir. On clôture bien la demi-saison. Et non, je suis très très content de revenir faire un club Pancho pour Noël. Je suis très très content. C'est cool. Et puis là aussi, on a le plaisir d'accueillir un revenant. Là aussi, c'est Vincent alias Bertigno sur Twitter. Salut Vincent, comment tu vas? Ah, ça va très bien aussi. Petite victoire pour finir cette première partie de saison. Donc, content de la débriefer ici avec vous et de découvrir notre ami Jean. Vous l'avez reconnu, c'est un habitué de l'émission. Ça fait combien? 3, 4 venues, quatrième venue. C'est Jean, le fidèle supporter lensois de l'émission. Salut Jean, comment tu vas? Bonsoir à tous. Ben, je vais très bien. Ça va. Il faut savoir accepter les défaites et savoir les analyser. Puis surtout, après ce qu'on a vécu en termes Hmm, d'intensité, c'est un peu logique. Donc, on se exactement. satisfait de ce qu'on a et on garde l'humilité des Lensois. Exactement, et effectivement, parce que bon, on parle de cette défaite, mais c'est une demi-saison quand même très particulière pour le RC Lens, le retour en Ligue des Champions, les victoires, la qualification, enfin je veux dire le reversement plutôt en Europa League. Tous ces éléments-là, on va y revenir dessus aussi, parce que ça prend place aussi dans le contexte de cette rencontre, je pense, qui a joué énormément, parce que mine de rien, énormément d'absents des deux côtés, hein. Côté OGC Nice, avant la rencontre, Todibo, Youssouf, Thuram. Côté Lensois, j'ai dénoté Danso. Il y avait du Machado, Grady, au moins. Je pense qu'il doit y en avoir, il doit y en avoir d'autres que je n'ai pas cités. Mais déjà, peut-être dans un premier temps, avant de revenir sur cette rencontre, on va parler de la composition de l'OGC Nice. Jérémy, on pouvait s'attendre à un renouvellement de Pablo Rosario en défense centrale. Finalement, on a vu un Pablo Rosario au milieu de terrain, dans un poste de numéro 6, chose qui change par rapport à ce qu'on avait vu contre Le Havre, où il avait commencé 8, et même il avait terminé 8. C'était Youssouf qui avait commencé au poste de numéro 6, puis Hicham Boudaoui, pour voir la présence, la surprise du chef, c'était la titularisation d'Antoine Mendy dans un poste de défenseur central. Il sait le jouer, il l'a très peu joué avec le maillot rouge et noir. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette titularisation-là et globalement de sa performance sur cette rencontre? Ouais, bon, déjà, c'est vrai qu'au niveau de la compo, il n'y avait pas trop de doutes au vu des absences. Après, honnêtement, ouais, je m'attendais plutôt à voir Pablo Rosario, étant donné qu'il avait déjà joué contre Toulouse, il me semble, en défense centrale, pour remplacer Jean-Claire Todibo. Après, je pense que là, on a la confirmation du coup que Farioli veut vraiment avoir un 6 qui a ce profil justement hybride, ou en redescendant en défense, un peu comme savent le faire Youssouf et Rosario, c'est les deux joueurs qui savent le faire. Donc là, on a la confirmation. Et écoute, j'étais plutôt content de revoir Antoine Mendy, pour ma part. Bon, je pense qu'on en reparlera, mais moi, j'étais plutôt content de le revoir parce que les quelques prestations qu'il avait fait l'année dernière avec Didier Digard notamment, bon, c'était latéral droit, mais j'avais quand même plutôt apprécié. Il avait joué aussi, il me semble, dans une défense à 3 quelques fois, mais dans l'ensemble, moi, j'avais trouvé que ses prestations plutôt convaincantes, sachant que c'était ses premiers matchs en Ligue 1. Notamment, il a fait un très bon match à Lens l'année dernière, je me rappelle. Mais voilà, moi, j'étais plutôt content de le revoir, et après, je trouve que même s'il y a eu des petites hésitations dans son match, on va dire, je trouve que Mhm. dans l'ensemble, au vu de la pression qu'il y a eu de remplacer Jean-Claire Todibo, la pression de recevoir Lens aussi avant la trêve, il s'en est quand même plutôt bien sorti.
Donc, je trouve la compo était quand même plutôt. Il n'y avait pas énormément de choix, comme je l'ai dit au tout début, mais elle était quand même plutôt cohérente. Et c'est bien de voir aussi qu'avec beaucoup d'absents, comme on a eu dans ces cas-là, et beaucoup d'absents très importants, on a quand même réussi à trouver. Enfin, le coach Farioli a quand même trouvé des solutions qui ont bien fonctionné. Donc, c'est quand même très encourageant. Ouais. Oui, effectivement. Alors, Vincent, la titularisation d'Antoine Mendy, on se le disait un peu avant le match, c'est la grosse surprise. Il y a eu également le renouvellement de Gaëtan Laborde au poste d'ailier droit et donc Evan Guessant qui a pris la pointe. Et puis, donc, cette titularisation aussi de Pablo Rosario au poste de numéro 6. Ça fait, on va dire, trois petites surprises, dont une grosse avec la titularisation de Mendy. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ces choix-là, un peu dictés par les nombreux absents, comme on l'a dit, et puis de la prestation de Mendy, peut-être dans un premier temps? Bah, franchement, j'étais un petit peu sceptique à la vue de la composition d'équipe. Sceptique parce que Mendy, pour le moment, il avait joué qu'une vingtaine de minutes, je crois, cette saison. Débuté d'entrée en défense centrale, qui est peut-être pas son poste de prédilection non plus. Face à Lens, c'était pas une mince affaire pour remplacer Todibo. Donc un peu sceptique d'entrée, mais j'ai, je pense que Farioli voulait amener la densité physique de Rosario au milieu de terrain. Donc au final, le choix était payant hein, parce que j'ai aimé la prestation de Rosario. J'ai aimé celle de Mendy globalement. Un début de match un peu compliqué où dans son placement, sa coordination avec Dante, c'était pas terrible. Puis petit à petit, il a un peu monté en puissance. Il s'est imposé dans les duels, dans l'anticipation. Et à la relance, il a été propre en jouant simple. Hein. Donc non, un match complet de Mendy et globalement au niveau collectif, c'était un très très bon match de l'équipe, je pense, où on a su défendre correctement et se projeter aussi, même si je pense que le plan de jeu de Lens nous a facilité la tâche. Alors justement, ce plan de jeu-là, Jean, donc tu disais un peu avant l'émission que le choix tactique de Franck S s'est avéré eh bien, un échec. Qu'est-ce que tu as pensé du choix du dispositif déjà? On a vu que la bataille du milieu, globalement, a été gagnée par le gym. Est-ce que c'est aussi lié au fait qu'on était en supériorité numérique au milieu de terrain, avec vous aviez Abdoul Samed et je vais pas arriver à le prononcer. euh, Nail El Ainaouni. Moi voilà. non plus, j'y Euh, arrive pas. voilà. Donc ce jeune joueur produit du centre de formation lensois, pas du Non. tout. D'accord. Il vient de Nancy. Il était capitaine de Nancy en Ah, national. my bad. Du coup, ce choix tactique de Franck Hez, voilà, au démarrage, est-ce que c'est quelque chose sur quoi tu t'attendais? Est-ce qu'il y avait des surprises? Euh, ouais, quel était ton ressenti à l'approche de la rencontre? Au vu de l'effectif et des forces en présence, je m'attendais à ce qu'il puisse changer de dispositif et qu'il tente un 4-3-3 ou un 4-4-2. Et étant donné qu'on avait Namphalis, Mendy et les trois que tu as cités, Grady, Danso, Machado, donc un latéral gauche, un milieu de terrain défensif et deux défenseurs centraux. Il a joué dans le dispositif classique en basculant Medina dans l'axe, qui était très embêté pour relancer côté droit, parce qu'il a l'habitude d'évoluer sur le côté gauche et de faire avancer le jeu de ce côté. Et effectivement, nous, ce qui nous a marqué, enfin moi perso, c'est vraiment l'impact et la densité du milieu et du pressing niçois. Et on s'est fait transpercer plusieurs fois. Il y avait des courses qui partaient et qui allaient jusqu'à nos 20 mètres et on était très très embêtés. Et on n'a pas su trouver cette réponse tactique-là. Et quand tout à l'heure je parlais en off du choix tactique de Hayes, en fait, quand il veut faire sortir Frankowski pour le faire souffler, parce que physiquement, on est très émoussé. Et je dis on, vous m'avez compris, les joueurs sont très émoussés par cette première partie de saison. Et là, il réadapte son système. Il passe en 4-4-2. Et sur l'action qui amène le penalty, qui est une faute qui est d'une bêtise incroyable, on se retrouve avec Aïdara qui est à gauche, en piston, enfin en latéral, et il est tout seul. Il est tout seul et Samed est perdu par
une nouvelle montée, une nouvelle percée du milieu de terrain. Mm. Et ça vient peut-être aussi, je dirais, peut-être de l'absence de réactivité des attaquants et surtout des deux ailiers ou faux ailiers, comme ils sont appelés milieu d'étagement par Francaise, et qui n'avaient pas assez d'impact défensif. Sotoka en a, mais D'Acosta beaucoup moins. Et sinon, c'était le dispositif classique, mais après, il y a beaucoup de fatigue physique et mentale par ce début de saison, cette première partie de saison, et la Ligue des Champions, ça vous bouffe. Ça vous bouffe beaucoup. En tant que supporter aussi. Ouais, je me doute, mais vous avez quand même vécu, je pense, de belles émotions depuis le démarrage de la saison. Jérémy, on a commencé un peu dans le désordre cette émission. Je t'ai parlé de la composition, mais finalement, le match en lui-même, dans sa globalité, l'OGC Nice, donc, je le répète, a gagné 2 buts à 0 contre le RC Lens. Tu la classes où par rapport aux autres prestations? Est-ce que pour toi, on est sur le match le plus accompli de la saison? Ou est-ce que tu vois par exemple d'autres matchs, je pense peut-être au match de Paris, match de Rennes, au-dessus? Est-ce que pour toi, le gym a réalisé sa meilleure performance de la saison? Non, je dirais pas la meilleure. Bon, c'était quand même pas mal, on y reviendra. Mais pour moi, les deux meilleurs matchs restent quand même ceux de Paris et de Monaco. Je trouve que c'est là où on a été le plus cohérent dans l'ensemble. Après, c'est vrai que je trouve que le match contre Rennes et il y a 2 semaines contre Reims aussi, c'était pas mal. Donc voilà, je mettrais Paris-Monaco en premier. Et après, le match contre Rennes puis Reims et celui qu'on a eu hier soir. Donc non, c'était bien dans l'ensemble, mais je trouve qu'on a eu quand même eu des phases où c'était un petit peu lent, toujours, comme on a eu sur les derniers matchs, notamment au Havre. Mais dans l'ensemble, on a quand même été un peu plus consistant, je trouve, notamment au milieu de terrain. On a quand même enfin eu un peu plus de volume de jeu par rapport au dernier match, surtout à l'extérieur contre Nantes et Le Havre. Et je trouve qu'on a été un peu plus dans l'intensité. Et c'est ce qu'il faut contre des équipes comme Lens qui justement mettent beaucoup d'intensité dans leur jeu, mettent beaucoup de vitesse. Là, on a répondu présent dès le début du match dans ce secteur-là. Et bon, après, on a toujours des choses à corriger, donc notamment la finition devant les buts qui laisse à désirer. Mais je trouve on s'améliore sur beaucoup de points, notamment le fait de se créer des occasions aussi. On se crée quand même beaucoup plus d'occasions, de situations devant le but. Donc ça vient souvent de Jérémy Boga. Il faudrait que ça vienne aussi un peu d'autres joueurs, mais le match d'hier m'a plu par la réaction, on va dire, par rapport au match du Havre il y a quelques jours, où je trouve que vraiment l'équipe a bien réagi. Et je pense que Francesco Farulli avait trouvé les mots en disant que ce match-là était fondamental. Je pense que les joueurs aussi l'avaient bien compris, parce que Lens pouvait revenir à 3 points de nous si on perdait ce match-là. Donc là, on les met à 9 points. Donc c'était vraiment un match très très important. Et je trouve que l'équipe a répondu présent par le comportement déjà, ce qui est très important. Donc non, je suis quand même content de ce match-là, sur plein de points. Mais voilà, les matchs de Paris, Monaco, Rennes et Reims, pour moi, sont un petit peu au-dessus quand même. On parle de la prestation, Vincent, et j'ai une question, toi qui as un œil, on va dire, tactique. On termine avec 40% de possession. Et la question Ouais. que je me pose, parce que c'est assez rare que le gym soit à 40% de possession, peut-être le match de Paris, je ne suis pas allé vérifier, où on doit être aux alentours de ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une adaptabilité tactique de Farioli? Je m'explique. Euh, Depuis quelques matchs, on prenait des buts. On avait beaucoup plus de trous d'air. On était beaucoup moins serein défensivement. Là, je nous ai senti beaucoup plus compacts. Nos lignes défensives beaucoup plus resserrées. Ça faisait vraiment 5-4-1. Mais alors, par contre, on a moins eu le ballon, mais on a su l'utiliser et bien l'utiliser. Avec beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de prise d'initiative, moins de maîtrise technique. Il y en a toujours eu des moments, mais moins, on a été, j'ai trouvé moins dans la gestion du tempo. Donc la question est la suivante, est-ce que Farioli ouvre la porte, on va dire, à quelque chose d'un peu moins en lien avec sa philosophie, et peut-être plus en lien aussi avec les qualités des joueurs qu'il a sous la main? Je pense que c'est un peu ça. Et je pense qu'on s'est rendu compte que sur les derniers matchs, on était un peu moins serein défensivement, mais aussi offensivement, on était toujours en difficulté. Et que quand la réussite te fuit, bah, ça devient un peu plus visible.
Donc, en effet, on a été mieux hier. On s'est créé de nombreuses occasions, souvent par des prises de risques individuelles, comme tu disais. Je pense notamment aux remontées de balles de Barr ou de Boudaoui, par exemple. Donc, c'est peut-être que, enfin, moi, j'ai pas les consignes du Mm. coach, hein, je ne sais pas ce qu'il a demandé à ses joueurs, mais en effet, peut-être qu'il leur a demandé d'un peu plus prendre de risques individuellement. Et je pense aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que Lens a ouvert un peu la porte parce qu'au milieu de terrain, en fait, leur liaison entre le milieu de terrain et la défense centrale était très approximative, j'ai trouvé. Il y avait beaucoup d'espace entre les lignes. Une action qui m'a choqué, c'est quand Boulka relance sur Boga plein axe à 40 là, et que Boga, bah, derrière, il se retourne, il a 30 mètres d'espace libre devant lui. J'ai trouvé ça hallucinant pour une équipe de Ligue 1. Donc, donc oui, on a su exploiter tous les espaces qui nous ont été offerts. Et pour la première fois cette saison, on a exploité l'axe du terrain. Que d'habitude, on exploitait beaucoup les ailes avec Boga, un peu avec la board, et on bloquait. Et là, je trouve que vraiment, par les déplacements de Barre et de Boudaoui, on a énormément percuté dans l'axe. Et ça a créé tous les décalages qu'on a vus. Justement, tu parles d'Hichem Boudaoui, tu peux garder la main, Vincent, sur sa prestation. On l'a vu très, très à son avantage, du moins dans ce positionnement un peu plus offensif. C'est clairement le milieu de terrain qui a été un peu plus porté vers l'avant. Il a transpercé des lignes par la course, par la passe. Mais il est un peu le symbole de cette animation offensive, c'est-à-dire que le dernier geste a été compliqué. Comment est-ce que tu as trouvé sa prestation et de manière générale le milieu de terrain de l'OGC Nice sur ce match-là? Globalement, le milieu de terrain, je pense que la prestation est aboutie autant offensivement que défensivement. Sanson nous a permis de garder un petit peu du contrôle. Boudaoui a amené cette verticalité qui a pu nous manquer sur ces derniers matchs. Et Rosario a été un petit peu la première lampe de lancement, la première rampe de lancement, pardon. Mais, euh, mais globalement, oui, un match complet des trois. Et Boudaoui, mais comme tu disais, la qualité technique est là, les intentions ont été bonnes. Dans le dernier geste, s'il est un petit peu plus adroit, il doit finir hier avec un but et peut-être une passe décisive. J'ai en tête l'action où il récupère le ballon et il est à 25 mètres plein axe et il peut décaler, jouer le 2 contre 1 et décaler Boga à gauche. Et puis, bon, il va chercher Guessant qui frappe, mais voilà, il y a des actions qui ne sont pas très bien exploitées de sa part sur le plan offensif. C'est ce qu'on lui reproche depuis qu'il est à Nice. Et là-dessus, il n'a toujours pas passé ce cap. Jean, concernant cette prestation lensoise, euh, tu disais un peu avant le début de l'émission que ça s'est joué à peu. Et lorsqu'on pense à ça, on pense forcément au coup franc de Pereira da Costa. Beaucoup de réussite pour Marcin Bulka sur cette action, sur une faute de Antoine Mendy qui aurait pu être eh bien, beaucoup plus importante. Euh, est-ce que tu es inquiet ou pas par rapport à ce match-là? On sait que Lens a eu des difficultés pour démarrer sa saison. Et puis la Ligue des Champions est arrivée et ça a, j'ai l'impression, de l'extérieur du moins, reboosté un peu tout le collectif. Vous étiez sur 11 matchs sans défaite avant ce match-là en Ligue 1. Est-ce que pour toi c'est un coup d'arrêt ou c'est vraiment on va dire, la surcharge de match comme tu le disais et le fait qu'il y avait énormément d'absents, au bout d'un moment vous étiez un peu sur la corde raide? Pour moi, pour faire un bon championnat, il faut trois critères. C'est ma règle perso des 3 R. Régularité, rigueur, réussite. Nice, depuis le début de saison, c'est régulier, c'est rigoureux, ça se voit. Et hier, ils ont eu la réussite. Le coup franc, on le met, ça change le match, on le sait tous. Le penalty, c'est de la chance. Voilà. Après, il faut savoir la provoquer. Nous, sur le début de saison, euh, on, on a eu du mal à rentrer dedans parce que tu viens de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il y a 3 ans, on jouait Niort et Bourg-en-Brest, hein. Donc, ou 4 ans. Donc là, tu vas vivre avec des champions, tu finis deuxième. Et il y a une charge mentale qui est énorme. Énorme pour les joueurs et qui est nouvelle parce que tu as 3-4 titulaires qui n'ont pas 20 ans.
tu parlais de Neil, le milieu marocain. On perd nos 5 premiers matchs quasiment. C'est les 5 matchs qu'il ne nous joue pas. Et donc, c'est compliqué d'aborder la saison avec tout ce qu'on vient de vivre. Et il y a ce déclic. C'est le match à Séville où on se dit, bon, ça y est, c'est là, c'est maintenant. Et t'enchaînes 11 matchs. Après, tu sais, même dans une série, il y a toujours une défaite. Vous l'avez vécu, vous, au Havre. Je pense que ça a piqué. Nous, on joue contre Reims, le match d'avant. On a une chance phénoménale. On doit le perdre 10 fois. C'est limite un hold-up. Reims est au-dessus. On le gagne. Hier, je pense qu'on ne met pas les ingrédients. Et à mon humble avis, Hayes fait une erreur tactique. Voilà. C'est une fin de série, c'est embêtant parce que c'est avant la trêve, et puis que derrière on va enchaîner un match de Coupe de France contre Monaco, et on enchaîne le Paris Saint-Germain. Donc inquiet, oui et non. Je vais être inquiet plus pour le turnover qui, comme tous les ans, c'est un peu compliqué, et il va nous falloir des recrues, parce que là on a la CAN, l'effectif, je te dis, est cramé physiquement, ça s'est vu. Il y a des blessés, il y a quelques suspendus. Et mentalement, quand tu joues la Ligue des Champions, et je vous le disais tout à l'heure, j'espère pour vous, supporters, que vous allez vivre des moments comme ça. C'est génial. Alors imaginez les joueurs, l'intensité que tu dois mettre. Psychologiquement, tu sors d'un match qui a été l'un des plus beaux de ta carrière contre Arsenal ou contre Séville, parce qu'on joue quand même le premier de Première Ligue. Le PSV qui explose tout en Eurodivisie et le champion d'Europe qui, sur les 15 dernières années, a gagné 7 coupes UEFA avec des mecs comme Rakitic et Ramos. Donc, tu joues ces équipes-là et ça te prend une charge mentale de fou. Donc, on a de la chance d'avoir fait une très belle série. Les mecs, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. C'est même exceptionnel. Inquiet, oui et non, parce que vous avez vu la mentalité, la solidarité qu'il y a eu sur nos actions défensives hier? Parce qu'on a réussi à retourner quand même le fil du match. En première mi-temps, on était mal. On était dans le dur. Il y a eu toutes ces perforations dans le milieu de terrain. Ça, on n'a pas réussi à le solutionner. Par contre, c'était très rigoureux collectivement et très solidaire. Il y a eu des tacles à l'arraché pour vous empêcher de frapper, pour contrer vos balles. Et puis sur la deuxième mi-temps, on a repris un petit peu notre jeu, qui est un petit peu stérile, et c'est ça qui m'embête, et c'est peut-être ça qui m'inquiète. Et tout à l'heure, j'ai entendu une petite blague en début d'émission en off. On n'entend pas assez notre animation offensive dans un jeu direct. Et c'est peut-être ça qui m'inquiète un petit peu, parce que l'an dernier, on était beaucoup plus expressif. Là, si on a de la possession, c'est parce que limite, on jouait au handball, parce qu'on ne trouvait pas la solution. Alors que la solution, elle était dans la profondeur. C'est mon avis, parce que 2 ou 3 fois, tu passes dans le dos de Dante et son totem d'immunité, ou dans le dos de Mendy, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, on perd, c'est pas un bon match, ça arrive, c'est embêtant parce que c'est avant la trêve, et que derrière, on enchaîne du lourd. Mais j'estime qu'avec 2-3 recrues au mercato, parce qu'il faudra se renforcer un petit peu, parce qu'on a vécu un mercato délicat, il y a largement les moyens pour atteindre l'objectif qui est une 6e place, une qualification en Coupe européenne. Prétendre à la Ligue des Champions, ça serait présomptueux. Voilà. Ouais, ok. Bon, écoute, ok pour cette partie-là. Jérémy, on a parlé du milieu de terrain. On a parlé de Mendy. Il y a un joueur dont j'aimerais qu'on parle, et j'aimerais avoir votre ressenti, les gars, sur sa prestation. C'est le match d'Evan Guessant. Alors déjà, on peut se dire que Farioli s'entête à mettre Laborde sur un côté. On a vu que c'était un peu mieux contre Reims parce que justement Laborde était peut-être positionné un peu plus axial. Guessant avait fait de bonnes rentrées sur un côté. Bon, Guessant a joué dans l'axe. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Factuellement, il est décisif sur l'action menant en penalty. Il est décisif également sur l'action qui mène au deuxième but, puisque c'est lui qui fait la passe à Boga.
mais dans le jeu, est-ce que tu es convaincu par son match? Voilà, globalement, ton avis sur Guessant. Je trouve qu'Evan Guessant, pour l'instant, bon, je pense que ça, on est tous d'accord sur les entrées en jeu. Pour l'instant, c'était plus intéressant que lorsqu'il a été titulaire. Ça, c'est un fait. Sur le match d'hier, j'ai l'impression qu'il est monté en puissance en fait au fur et à mesure du match, parce qu'en première mi-temps, on l'a pas énormément vu, même s'il il s'est quand même plutôt bien placé sur les actions offensives qu'on a eues, parce qu'on parlait justement du tacle à un moment donné des défenseurs lensois, où il y en a deux qui justement font ce tacle-là pour empêcher sa frappe, ou peut-être qu'il aurait pu marquer. Donc je trouve qu'il est assez intéressant et qu'il progresse sur certaines phases du jeu, dans le sens où il se place un peu mieux. Parfois on le trouve bien aussi. Je trouve que dans son jeu de haut but, c'est pas si mal. Parfois il arrive quand même à faire quelques différences. Il faut qu'il soit des fois un petit peu plus dur et costaud, je pense, mais il s'améliore petit à petit sur ce point de vue-là. Et ce qui m'intéresse, c'est que justement, comme je le disais, au fur et à mesure du match, il perd pas en qualité, même il devient de mieux en mieux. Et hier soir, je trouve que ça a été le cas parce qu'en première mi-temps, ça a été un peu compliqué pour lui. Mais en seconde mi-temps, on l'a quand même beaucoup plus vu. Il a pesé sur la défense de Lens. Il y a aussi l'action où il aurait pu marquer. Il fait un très bel enchaînement quand même hein, sur le corner où il fait poteau. C'est quand même pas un enchaînement facile. Et je trouve L'action quoi, aussi c'est en un. fin de match pour le Ah oui, en fin 3-0. de match ouais, aussi. Ouais, c'est dommage. Bon, là, je pense qu'il a manqué un peu de lucidité. Je pense qu'il aurait mérité de marquer. Ça aurait été bien pour lui. Je trouve, enfin, moi, ce que j'aime bien chez ce joueur, c'est qu'il est de plus en plus complet. Il est techniquement, bon, il y a des progrès à faire, mais je trouve il s'en sort bien. Il arrive bien à peser sur les défenses. Il est quand même assez rapide. Et notamment sur l'action du but de Mofi, le second, c'est quand même lui qui fait la très bonne passe à Boga en profondeur. Il faut quand même, bon, l'appel de Boga est très bon, mais il met bien, enfin, il met la passe où il faut. Donc je trouve que il est en progression. J'en attends un peu plus justement dans le jeu et surtout dans les phases du jeu où il doit jouer dans les petits espaces et dans les débuts de match notamment où la défense va être regroupée par exemple sur lui parce il est avant-centre. En fin de match où il y a un peu plus d'espace, il sait en profiter. Donc je trouve qu'il est en progression par rapport à ce qu'on avait vu il y a 2 saisons, il me semble, quand il avait commencé à jouer en pro avec nous. Mais voilà, j'en attends un peu plus, mais je trouve quand même que sa première partie de saison est quand même plutôt satisfaisante. Il a quand même eu du temps de jeu. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de temps de jeu. Mais voilà, c'était quand même satisfaisant comme son match d'hier soir en fait. Vincent, ton ressenti sur le match de Guessant, j'ai l'impression quand même, sur les commentaires qu'on a pu lire sur Twitter à l'issue du match, on a beaucoup retenu finalement l'action du 3-0 qu'il rate. Alors effectivement, on sait que dans cette position-là, à la distance dans laquelle il doit au moins cadrer, c'est un attaquant, mais une copie plutôt intéressante, voire très intéressante, j'ai trouvé. Autant de par ses actions décisives qui ont mené à des buts, mais autant aussi par eh bien, le jeu de haut but, tout l'apport, on va dire, dans la ligne d'attaque, le jeu en remise. Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation? Oh, On l'a perdu. ouais. Si je peux me permettre, sur Nguessan, il a Euh, quel âge? Guessant a 23, 24. Ah, il jouait à Nantes avant. L'année dernière, il a été prêté à Nantes, ouais. Ouais, je le trouvais plutôt intéressant. Sur la première mi-temps, il nous a causé des problèmes, mais il manque ce petit truc, pardon, qui fait que il va passer le cap pour devenir un Laborde, c'est-à-dire pour devenir un joueur décisif. Et sur la deuxième mi-temps, c'est plus nous qui lui avons offert les opportunités pour briller et ses coéquipiers. Parce que Boga, c'est le genre de mec qui nous manque, quelqu'un qui va apporter de la percussion et qui va proposer une solution à ses coéquipiers pour justement briller. Et j'ai trouvé très intéressant. Et un mec comme Laborde, moi je rêverais de l'avoir en neuf chez nous. Alors, il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière. Pour être. Laborde, non. Ah oui, oui, clairement pas. Bah parce que il a Mofi, il a Boga, il a de la concurrence.
C'est un mec qui vient de Montpellier, qui joue à Rennes. Il est parti de Rennes parce que quand il y avait de la concurrence, c'est pareil, il était un ton en dessous. Il y a eu Terrier qui est arrivé et qui a explosé. Laborde, il est comme Wai chez nous. Il jouait à Montpellier. À Montpellier, il marchait sur l'eau parce que c'était le joueur. Voilà. Après, Nguessan, pour revenir là-dessus, j'ai trouvé plutôt intéressant, mais un petit peu brouillon. Mais il a réussi à faire un bon match. Mais il manque un petit truc pour être un titulaire régulier dans votre équipe, je pense. À Justement, mon humble avis. Vincent, qu'est-ce qui manque selon toi à Guessant? J'ai envie de dire un peu plus de tranchant, dans le sens où les intentions sont bonnes, les qualités sont là, il arrive à jouer dos au but, mais il arrive aussi par ses courses à prendre un petit peu de profondeur et de verticalité. Mais pour le moment, c'est encore un peu trop peu décisif. Hier, il a quand même l'occasion pour marquer, je pense, notamment la dernière qui est passée au-dessus. Mais voilà, son axe de progression, il est là. Parce que dans le jeu, je trouve qu'il a beaucoup progressé. J'ai pas souvenir par le passé de l'avoir vu à ce niveau-là dans le jeu de haut but, dans les déviations, mais aussi dans les contrôles orientés, c'était intéressant. Mais voilà, dans la surface, pour le moment, c'est pas assez tueur pour être un attaquant titulaire en Ligue 1. J'attends un petit peu plus de lui là-dessus. Ok, sur Evan Guessant, on va quand même parler de Jérémy Boga. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on pense à Jérémy Boga, on pense au deal l'été dernier, au fait qu'on se dise qu'on avait deux joueurs pour le même poste à 40 millions d'euros. Jérémy Boga, est-ce que il te convainc? Est-ce que ses prestations voilà, dans son ensemble arrivent arrivent à combler? Parce que finalement, on a l'impression qu'il y a, je vais pas dire une dépendance qui s'est installée, mais dans le profil qui est très très moderne aussi, hein, comme ailier, c'est le seul en fait qui arrive à apporter cette percussion, cette vitesse, ce côté un peu imprévu, imprévisible. Et hier, sur une action individuelle, sur voilà, une action en soliste, il arrive à te débloquer une situation et à clore un peu le résultat, quoi. Moi, je vais pas être très, comment dire, je trouve le mot, mais bon, vu qu'il a mis un but à Monaco à la 91e, ça va être compliqué Objectif. pour moi d'être objectif, voilà, merci. Mais non, en tout cas, j'aime beaucoup ce joueur parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un ailier. Ça faisait quelques années qu'on cherchait un ailier qui, dans son profil. Bon, on a eu un peu Kluivert comme ça, qui a fait quelques très bons matchs, mais qui était un petit peu, qui des fois, on passait un petit peu au travers de ses matchs aussi. On a enfin trouvé un ailier justement qui sait faire ce genre de différence-là. Alors, il y a encore des matchs et des phases dans le match où on le voit beaucoup moins et où on devrait le voir un peu plus. Par contre, c'est vrai que enfin, sur cette première partie de saison, je trouve quand même, enfin, moi je suis quand même satisfait de ce qu'il a montré parce que bon, il a mis quelques buts qui sont quand même super importants, dont celui à Monaco. Et hier soir, bon, il a fait deux actions, donc celle du but, il y en a même une avant où il fait un petit peu la même chose. Les petits dribbles comme ça le long de la ligne de corner, c'est magnifique. Et franchement, c'est vrai que c'est l'action du but où il met, enfin, il fait un dribble sur Medina. Faire un dribble comme ça à ce moment-là du match, comme ça, avec une telle lucidité, une telle vitesse, c'est quand même magnifique. Et c'est vrai que, en fait, j'aime beaucoup ces joueurs où quand ils ont le ballon, tu sens qu'il peut se passer un truc à tout moment, en fait. Et c'est vrai que ce joueur-là, c'est vrai que moi, quand je le vois jouer, il monopolise un peu l'attention. Tu vois, je trouve que vraiment, il a quelque chose. Et j'en attends un peu plus dans la constance, en fait, dans la saison. Parce que, comme je le disais, il y a des matchs où on le voit pas beaucoup. Mais en tout cas, sur les derniers matchs à domicile, je trouve qu'il a quand même été très, très présent. Et en plus, bon, je me rappelle que pour Reims, tu disais qu'il fallait qu'il tente un peu plus sa chance de loin, et il l'avait fait. Bon, avec beaucoup de réussite après, Je suis en mais il liaison l'avait fait, mais directe je trouve avec que. Francesco sur Voilà. le bord terrain, c'est pour ça. Mais en Tu tout lui cas, non, moi diras je trouve d'ailleurs que. qu'il a une zone à respecter. Vas-y, Jérémy.
En tout cas, ouais, enfin, je trouve vraiment, c'est un joueur qui nous fait beaucoup de bien. Après, comme je le disais au tout début de l'émission, mon problème pour l'instant, c'est que c'est le seul joueur qui arrive à faire ce type de différence-là, qui arrive à te changer un petit peu le tempo du match, qui arrive à faire des différences par le dribble, justement, et par son placement aussi, qui est souvent quand même très bon. Donc on verra, j'espère qu'on pourra avoir un autre joueur qui arrive à montrer ces qualités-là. Je trouve qu'à chaque fois qu'on a vu Aliou Baldé, on l'a très peu vu, mais les quelques fois on l'a vu, il a ce profil aussi de percutant qui sait faire des différences par le dribble notamment. Donc à voir quand est-ce qu'il va revenir de blessure aussi. Mais c'est vrai que, moi je le dis, il y a quelques émissions aussi dans Avantinissa, c'est très bien quand Jérémy Boga est là. Quand il n'est pas là, il va falloir trouver des solutions, justement, par un profil qui est similaire ou autrement. Mais il va falloir faire attention justement à ne pas être dépendant des différences qu'il peut faire. Ouais, effectivement, on va pas pré-shot un peu le deuxième sujet de l'émission, mais je pense que ça viendra rapidement dans les sujets. Jean, un petit mot peut-être sur Papi Mendy, ancien niçois, ancien capitaine du gym. Euh, quel est ton avis un peu sur le joueur, sur ses performances? Est-ce que tu es convaincu par le joueur? Parce que c'est un joueur qui, je pense, Vincent et Jérémy vont me rejoindre, a laissé de très bons souvenirs lors de son passage. Alors, peut-être pas lors de son prêt, quand il avait été prêté sur une demi-saison de Leicester. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on en garde un très très bon souvenir. Un joueur aussi qui a été capitaine. Et je vous disais tout à l'heure qu'on a un peu foiré notre mercato. Il en est la preuve. Et c'est pas du tout péjoratif, vous allez comprendre. C'est un mec qu'on recrute le dernier jour et c'est quasiment l'un de nos meilleurs joueurs. Et on va le chercher, c'est limite du panic buy parce que Spearing, c'est une erreur de casting. Lui, il est libre, il n'a pas joué depuis un an. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se blesse. Il joue un match sur deux. Pour moi, il est convaincant. Un petit peu émoussé sur la fin parce que quand tu joues pas pendant un an, c'est logique que tu sois un petit peu en deçà sur la durée. Mais très content parce qu'il s'est tout de suite incorporé à l'équipe. Bon, après, c'est la marque de fabrique de Lens. Les mecs sont un peu. C'est une famille, ça tourne bien. Quand il y a des résultats, c'est plus facile aussi. Et même s'il est arrivé et qu'on était sur 5 matchs sans victoire, pareil, premier match très convaincant contre Séville, à Séville, où on fait un partout. Il fait une doublette avec Samed. C'était un choix de Hayes d'avoir un gros milieu défensif récupérateur. Non, très content, très bien. Si on peut récupérer ce genre de profil, euh, disons un peu plus athlétique, parce que il me fait penser à Jean-Michel Seri aussi, dans le Jean-Michel. profil. Comment? Jean-Michel. Nous, c'est Jean-Michel dans le Nord. D'accord, ok. Et j'aime bien, c'est une bonne recrue. Comme Aguilar. Aguilar, c'est une des meilleures recrues. On va le chercher. Aguilar, vous aimez bien, je crois. Et on va le chercher le dernier jour. Hmm. C'est moi ou notre ami nordiste ressemble à Paul Bass? Ah bah il suffit qu'on te dise ça et que la lumière s'éteigne. Alors, à titre personnel, je trouve pas. Voilà, Vincent fait tomber son téléphone. Moi, je trouve pas. Votre avis, est-ce que Jean ressemble à Paul Bass? Perso, Il y a un petit air vite fait, il y a hein, un petit mais air, ouais, Ouais, un tout petit mais air, ouais, ouais, un tout assez petit air. lointain, assez lointain. Moi, voilà. Puis Mm. il y a pas le maillot de l'OGC Nice avec le brassard, donc moi, je j'arrive pas à faire le lien directement, donc bon. Puis il a pas le nez assez tordu. C'est vrai que Bess, c'était quand même quelque chose. Euh, sur ce match, sur cette prestation lensoise, Jean, qu'est-ce que tu souhaiterais retenir peut-être deux petites choses qu'on n'a pas évoquées que tu souhaitais mettre sur le tapis, peut-être une plutôt positive, une plutôt négative en fonction de ce que tu as sur des prestations, quelque chose lié foot hors foot, quelque chose que tu souhaitais rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Ah, on t'entend pas. On ne t'entend plus, Jean. Mais je vais poser la question à Jérémy, c'est pas bien grave.
Euh, Jérémy, du coup, sur le match, on a parlé de la ligne d'attaque, du milieu de terrain, de la défense. Quelque chose que tu souhaitais rajouter éventuellement sur le match en lui-même. On le répète quand même. Alors attends, Jean est revenu. Excusez-moi, vous Pas de m'entendez? souci, on t'entend parfaitement. Du coup, vas-y, si tu m'as entendu, je te laisse la main. Quelque chose de... Je voudrais pas trancher, je suis extrêmement déçu de prendre un penalty aussi bête. Et je mettrais ça sur le compte de la fatigue et de la charge mentale, de l'accumulation de matchs et d'énergie dépensée. Et j'ai toujours un petit souci avec le turnover de Franck Hayes, parce que ça m'aide. Il l'a dit lui-même, il ne fait pas une bonne préparation, il en fait quasiment pas, il n'a pas été sérieux, et il enchaîne les matchs, il joue tout le temps, même s'il est, il est moins bien. Et on a Andy Diouf qui est là, et j'aurais bien aimé le voir un peu plus, surtout sur ce match, parce qu'il fait quelques bonnes rentrées correctes. C'est le côté un petit peu négatif. Après, sur le côté positif, j'ai bien aimé cette solidarité défensive et l'adaptabilité de Kouzanov, un jeune ouzbek de 19 ans que personne connaît, t'as Il jamais a fait son vu. match, hein. Bah ouais, il fait son match et que chaque fois qu'il rentre, il fait son match. Et ça, j'aime bien parce que bah, lui et Neil, c'est des gamins enfin des gamins, pardon les gars, je suis un peu vieux. Ils ont 19 ans, 20 ans et ils font leur match. Ils viennent de nulle part et c'est très intéressant et ça, c'est très positif pour la suite. Ok, ok. Il y a quand même une question, voilà, on va quand même en parler, on a été sérieux pendant une quarantaine de minutes. Faites attention. Lance niveau mercato, on sent qu'il n'y a plus Ghisolfi chez eux. Bah, je vais vous laisser. Non mais plus sérieusement Jean, euh, on en a déjà parlé, on connaît ton avis un peu sur le personnage. D'accord, là on parle pas de l'homme, on parle vraiment des rouages en interne. Il y a eu des rumeurs, alors je sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont, est-ce que c'est toujours Thiel le DS? Artil est parti. Thiel est parti, d'accord. Enfin, il est sur le départ. D'accord, donc est-ce que tu penses qu'il paye aussi le fait que le mercato estival ait été peut-être un peu compliqué? Enfin, comment est-ce que tu le juges objectivement si on enlève la rancœur envers Ghisolfi? Tu veux que je juge Ghisolfi? Non, que tu juges le mercato de Lens sans Ghisolfi. Y Bah, a-t-il eu un avant, un après objectivement? il faut remettre les choses en place parce que Ghisolfi nous quitte et se barre le lendemain d'un match victorieux contre Lyon à la veille du derby. Il se barre avec des dossiers. Le défenseur central là, que vous êtes allé chercher en Turquie, Chimier, tout à fait. il devait venir chez nous. Donc il se barre avec des dossiers, il tente de récupérer Thiel sur un mensonge, je replace les choses dans le contexte, et puis il essaye d'attirer des joueurs chez vous, c'est de bonne guerre, mais c'est moyen. Il chope notre préparateur physique, qui est une pointure, donc ça fait beaucoup. Et du coup, Thiel doit composer avec ce genre de choses. Il y a un remaniement à l'intérieur où Franck Hayes récupère un poste de manager général avec des compétences étendues. Et ça peut être problématique parce que ça lui laisse un peu moins de champ à consacrer au terrain et à l'équipe. Donc il doit gérer un petit peu de recrutement parce que c'est lui qui doit finaliser les choix. Et Thiel se retrouve avec une première expérience de directeur sportif dans ce contexte-là. Donc c'est toujours un peu compliqué. Thiel, je le connais bien parce qu'il a évolué dans la ville où j'habite. Et bah, c'est une première expérience pour une équipe qui vient de définir deuxième, qui va jouer la Ligue des Champions. T'as pas intérêt à te louper. Et Thiel s'est fait avoir par, je ne sais pas si je peux le citer, je vais éviter, c'est un agent qui lui a refilé 2 joueurs. Et 2 joueurs avec des profils Spearings, donc, et Lévi Garcia, qui joue à la VAC à Athènes.
Donc Spearings vient, il est gratuit, il a des bonnes stats, il ne correspond pas, erreur de casting. Ensuite, on a Lévi Garcia, ça traîne avec l'AEK. L'AEK nous en demande 30 plaques, bref, ça capote. Au dernier moment, le président Gourlian dit « Bon, vas-y, je sors le chèque, je vais chercher Wai », qui n'est pas forcément un premier choix. Et là où Thiel a souffert, c'est peut-être dans son impréparation ou dans son manque d'expérience. Je ne remettrai pas en cause sa compétence, mais ce sont les circonstances qui ont fait que son mercato n'a pas été bon. Parce qu'il y a Openda et Fofana qui, le dernier match, ils sont là, on aime le maillot, on est bien, machin, et 3 semaines après, ça tergiverse, ça met longtemps à partir. On prend du pognon, quoi. Mais les mecs, ils mettent trop longtemps à partir. Donc, du coup, ça grève un peu tout. Et après, concernant la compétence du gars qui est chez vous, elle est allouée, c'est sûr. Mais il vous a quand même essayé d'enchaîner une erreur de casting en faisant venir Cahuzac. Nous, on est triste de l'avoir perdu. Vous, apparemment, vous en vouliez pas. Et j'ai une pensée pour vous quand dans quelques mois ou années, peut-être, il partira à Marseille, la main sur le cœur et sur le portefeuille. C'est pas impossible. En tout cas, bon Jean, merci à toi pour ta venue. Toujours un plaisir de Et t'accueillir. tu m'expulses. C'est le moment où on va parler d'un club qui est seconde Ligue 1, hein. Ça va de soi. C'est pas Je sais partout. ce que c'est. Ouais, C'est à la fin c'est à qu'il la fin. faut. Exactement. Merci à toi en tout cas pour ta venue, pour ta fidélité aussi, pour ta sympathie. Bonne saison au RC Lens. Merci. Faites rayonner l'indice UEFA sur la scène européenne. J'espère. Et puis, on se voit au match retour. Dis-nous. Justement, quelle date le match retour? Je crois que c'est fin février. Vous savez pas? Non. Ok, les gars. Parce que nous, on sera 38 000. Et on sera 38 000 à chanter, 38 000 à vous attendre. Et pour des fervents supporters, c'est peut-être le seul truc qui est dommageable à Nice, vu la qualité du parcours que vous faites actuellement. Parce que vous le méritez, ça fait quand même 5 ans que vous galérez. Là, Ineos, votre actionnaire, vous a fait un peu peur pour Manchester United. Sportivement, c'est bien. C'est pas transcendant au niveau du jeu, même si le match de Monaco, je l'ai regardé et je me dis ça a dû vous faire plaisir. Voilà, les équipes qui travaillent bien méritent de réussir. Et moi, je le dis vraiment pour les supporters et puis pour toi, Pancho, parce que ça fait quelques temps on échange et dans la convivialité et la sympathie. Donc, j'espère que vous allez faire la meilleure saison possible. Merci Voilà. à toi. Pour information, le Merci match à toi. retour est programmé le 17 mars. Voilà. Le 17 mars, ok, ça marche. Merci à Totalement. toi, Jean. Moi, j'y serai. Passe une très très bonne soirée. On va enchaîner, nous, sur Merci. Bonne soirée à vous. la Allez, Lens. deuxième partie de l'émission consacrée au mercato, au bilan un peu de cette deuxième partie de saison. Puisque l'OGC Nice, je le répète, va passer les fêtes en tant que dauphin, voilà, du championnat. Déjà, peut-être, Jérémy, c'est sportivement, comptablement exceptionnel. On aurait imaginé, même dans les rêves les plus doux, les plus idéalistes, cette situation-là. C'est assez exceptionnel. Le mérite revient aux joueurs, forcément. Le mérite revient aussi à l'entraîneur et à toute la réorganisation en interne. C'est un travail collectif et qui porte ses fruits peut-être même plus tôt que prévu. Ouais, tout à fait. Je pense que la première chose, comme tu l'as dit, on s'attendait pas du tout à. Enfin, moi personnellement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on soit le 21 décembre là à dire qu'on est deuxième de Ligue 1 au vu des difficultés qu'on a eues en fin de saison passée et un mercato d'été qui était certes cohérent, mais qui n'était pas non plus. Enfin, moi, ça m'avait laissé un peu sur ma faim, même si j'avais compris les choix, je m'attendais quand même à autre chose.
J'espérais qu'on puisse être dans les 6 premiers, justement. Moi, mon objectif, ça reste de disputer soit la Ligue Europa, soit la Conference League, parce qu'à voir si on tient cette cadence tout au long du championnat. Je pense que déjà, il faut féliciter, comme tu l'as dit, ben, les joueurs qui ont fait vraiment une très très bonne demi-saison. Francesco Farioli aussi, parce que honnêtement, c'est un jeune entraîneur, 34 ans, pas beaucoup d'expérience. Il arrive en Ligue 1, faire autant de bons résultats comme ça, c'est quand même super. Franchement, il faut le faire et il faut le féliciter pour ce qu'il fait actuellement. Parce que tant sur le terrain qu'en dehors, je trouve que c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Même en conférence de presse, je trouve qu'à chaque fois, tout ce qu'il dit est cohérent. C'est intéressant parce que des fois, bon, il y a des conférences de presse où honnêtement, les années passées, moi, je j'écoutais même pas trop parce que ça valait pas le coup, je trouvais. Je trouve qu'il est intéressant. Il dit des choses qui sont toujours cohérentes. Et il a vraiment une capacité, je trouve, de management qui est aussi intéressante parce que il garde le groupe toujours concerné. Il fait quand même du turnover en concernant toujours les joueurs. Donc voilà, je trouve que tant les joueurs que tout le staff, l'entraîneur et aussi nos dirigeants ont fait tous un très bon travail. J'oublie pas bon, toujours Jean-Pierre River et aussi notre duo Fabrice Boquet, Florent Ghisolfi qui font quand même un super travail depuis qu'ils sont au club, je trouve. Donc non, après, en termes plus sur le terrain, bon, être deuxième de Ligue 1, là, c'est génial. Ça va être dur de rester quand même deuxième jusqu'à la fin de la saison parce qu'il y a quand même Monaco, Lille, des équipes qui sont quand même très très fortes et qui sont plus programmées cette saison pour finir sur le podium, je trouve. Après, on peut très bien finir devant eux, mais ça va être compliqué. Après, la seule chose, et on en a un peu parlé, c'est dans le contenu. Bon, il y a certains matchs où bon, on a perdu contre Nantes et Le Havre. Bon, c'est surtout la défaite au Havre qui gêne un peu parce que bon, Nantes, on perd, on fait pas un super match, mais je trouve qu'on mérite pas de perdre. Le but que met Nantes, ils font 50 fois la même action et ils remettent pas le même but, hein. Donc bon, on n'a pas eu de chance sur ce match-là non plus. Après, ça peut arriver et on gagnera pas tous les matchs, on en perdra quelques-uns. On a eu quelques matchs où c'était pas trop ça, même en gagnant. Je pense au match contre Toulouse où franchement, en gagnant 0, mais ce match, c'était très très compliqué. Donc après, j'ai envie de dire, c'est dans le contenu, j'attends des améliorations et je trouve que sur les 2 derniers matchs à domicile contre Reims et Lens, il y en a eu dans le jeu parce que je me suis quand même plus investi dans les matchs. Je trouve qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions, il y avait quand même plus d'intensité sur l'ensemble du match. Donc je trouve que c'est déjà bien qu'il y ait eu cette amélioration-là. C'est quand même bien de se dire aussi qu'on est deuxième de Ligue 1 et qu'il y a il y a une belle marge de progression. Ça, c'est quand même top. Et voilà, en plus, ce qui est quand même bien aussi, c'est qu'on a je pense à certains joueurs, bon, Melvin Barr, surtout, qui quand même, on ne le voyait pas à ce niveau-là, cette saison. Et aussi, bon, Francesco Ferrari a bien fait progresser. Et je suis très content de le voir, de le voir progresser, justement, être à ce niveau-là. Parce que pour moi, tout simplement, c'est le joueur qui a été le plus constant pour l'instant cette saison. Il a fait que des bons matchs. Il a toujours été très très bon défensivement. Il a plus apporté offensivement cette année, même si après il peut toujours faire mieux quand même. Et je veux quand même pas oublier Pablo Rosario aussi, qui a quand même fait l'objet de beaucoup de critiques la saison dernière parce qu'il était en difficulté. Je pense aussi qu'on lui doit quand même pas mal en cette saison pour l'instant parce qu'il a dépanné un peu à droite, en défense centrale. Là au milieu, soit en 8, soit en 6. Il n'a pas été exceptionnel, mais à chaque fois, il a fait ses matchs, il a répondu présent, il n'a pas fait d'erreur. Et c'est bien d'avoir un joueur polyvalent comme lui. Donc il y a quand même beaucoup de positifs à tirer de cette demi-saison pour l'instant. On a une bonne équipe concernée, surtout on a une équipe cohérente parce que même si je trouve que la seule chose qui manque un peu, c'est qu'on a beaucoup de milieux de terrain qui sont très similaires dans leur profil. Je trouve quand même qu'on a une équipe très cohérente qui a été quand même vraiment, enfin les recrues, même si moi j'étais un peu sur ma faim, tout a été fait de manière cohérente et on voit les résultats. Donc ce que j'aime bien, c'est que tout est cohérent, tout est quand même bien pensé. Il y a eu des petits accidents de parcours, notamment au Havre, mais ça c'est quasiment impossible de ne pas en avoir dans une saison. Donc non, c'est quand même une super demi-saison. J'espère que ça continuera comme ça, pour au moins essayer de finir sur le podium ou dans les 5 premiers. Parce que voilà, il faut tenir cette cadence-là pendant toute la saison. On a pas mal de blessures.
importantes. Donc j'espère que notamment Kefren Turam, Sofiane Diop, La CAN. J.C. Todibo, la CAN aussi, voilà. On va avoir pas mal d'absents, j'espère qu'on va pouvoir bien gérer ça. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même, malgré quelques matchs qui ont été quand même pas très très bons, et malgré des victoires et cet accident de parcours un peu au Havre, bravo quand même à toute l'équipe, tout le club pour cette demi-saison. Euh, Vincent, on est second pour l'instant. On a joué 17 matchs. Alors, le petit point stat, 35 points, 17 matchs, 10 victoires, 5 matchs nuls, 2 défaites. Aucune défaite à domicile. Ce sera un point qu'on abordera tout à l'heure. À titre de comparaison, à la mi-saison de la saison 2016-2017, qui est un peu la saison sainte, hein, vraiment. Bon, il y avait 2 matchs supplémentaires forcément, puisqu'il y avait 2 équipes supplémentaires à cette époque-là. 44 points en 19 matchs. Voilà, donc euh, on est sur des standards malgré tout assez élevés. La question est la suivante, Vincent. Tu nous vois où en fin de saison? L'objectif, on l'a répété, c'est le top 6. Mais est-ce que tu serais content si on fait Europa League en fin de saison? En étant deuxième à la mi-saison avec combien? 2 points d'avance et un certain nombre de points d'avance. J'ai pas les chiffres en tête, mais un matelas confortable. Deux sur Monaco, Et, 2 sur et Monaco, 4 sur Brest et 7, je crois, sur Lille, il me semble. donc un matelas malgré tout assez confortable. Quel est ton avis là-dessus? Bah, en fait, finir en Europa League, donc c'est cinquième, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Euh, Ce serait pas un échec au vu du mercato d'été réalisé, des ambitions annoncées avant la saison. On serait en accord avec ça. Maintenant, quand tu es deuxième avec cette avance-là sur tes poursuivants, qui en plus sont pour la plupart qualifiés en Coupe d'Europe, toujours engagés actuellement, et donc pour la deuxième partie de saison, tu te dois d'être ambitieux et d'essayer d'aller garder ce podium ou au moins ce top 4 pour te qualifier en Ligue des Champions. Donc, sentiment mitigé, si on finit cinquième ou sixième, ce serait bien, mais dommage au vu de la configuration actuelle. Maintenant, moi, je l'ai déjà dit, j'ai un petit peu peur de la période qui arrive avec la CAN. Il y a des blessures aussi qui peuvent arriver, on en a actuellement. Donc le mois de janvier, février, ça va pour moi être décisif pour notre fin de saison. Il y a aussi un mercato. On sait que Ghisolfi, il aimerait des moyens pour faire les renforts qu'il veut. Peut-être deux, trois joueurs, mais qui apportent une vraie plus-value. Est-ce qu'Ineos va lui donner les moyens? Je ne sais pas. Donc on verra. On verra de quoi l'avenir est fait. On est en bonne position, le travail il est bien fait, il faut qu'on continue comme ça, mais on va arriver dans la période cruciale de notre saison. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. C'est une passe téléguidée à la manière d'un centre de Daniel Vez que vient de faire Vincent, puisqu'effectivement, on va parler du mercato. Alors, on a quand même eu certaines informations de Nice Matin qui relayaient le besoin de 3 joueurs, un milieu de terrain plutôt à un registre que créatif, un ailier polyvalent et un défenseur central capable de jouer défenseur droit. Il faut des réajustements. Déjà, lorsqu'on pense à la situation de Youssef Attal, contractuellement, il y a de fortes chances qu'il quitte le club. Il faut trouver un défenseur droit. Est-ce qu'on laisse le poste de numéro 1 à Lotomba? Est-ce qu'on prend un défenseur droit du standing numéro 1? Est-ce qu'on prend quelqu'un qui est... Enfin, vous imaginez comment, Jérémy, demain, le mercato? J'ai pas envie de mettre la pression à Ghisolfi, mais lorsque j'ai préparé un peu cette émission-là, il y a forcément ce mercato saison 2016-2017 absolument immonde avec Bassem Srarfi et Mounir Obadi. Mais plus récemment, on a le mercato de l'année Christophe Galtier. On est second, on est dans la même situation. Et finalement, le mercato se résume à récupérer Bilal Brahimi et Jordan Amavi qui remplace numériquement à l'époque Hassan Kamara. Moi, j'attends énormément de ce mercato-là, à titre personnel. Je dis pas que on va lâcher 50 millions d'euros. À la limite, qu'on ne donne pas d'enveloppe, c'est plutôt rassurant. Ça nous permettra d'éviter de rêver
et d'être dans de la fiction. Pour toi, Jérémy, idéalement, ou plutôt, tu verrais combien d'arrivées et tu verrais quel poste réellement? Où sont les besoins pour toi? Bah, après, ma réponse va être entre les besoins qu'on a et aussi la possibilité du mercato et aussi vu le nombre de joueurs qu'on a aussi à certains postes. Tu parles d'un latéral droit qui peut aussi jouer central. Bon, je pense que c'est important d'avoir un vrai latéral droit. Défense centrale, en fait, bon, ça, ouais, latéral droit, c'est sûr. Après, en défense, moi, je verrais plutôt un gaucher parce que le souci qu'on a, c'est qu'on a bon, notre charnière centrale Dante Todibo, et après, on a en solution donc Rosario, Youssouf et aussi et Antoine Mendy, du coup, qui a joué aussi hier, qui peut jouer défenseur central ou latéral droit. Le problème, c'est qu'on n'a que Dante, axe gauche. On n'a pas d'autres défenseurs gauchers. Donc moi, je recruterais bien un défenseur central gaucher aussi, pour faire un peu souffler Dante sur quelques matchs si besoin. Bon, l'année dernière, on avait recruté Mattia Vitti. Je pensais que ça allait être le successeur. Ça s'est pas passé comme ça. Mais je pense que ça serait une bonne chose. Et ensuite, un attaquant polyvalent. Bah, on en parlait tout à l'heure avec aussi Jérémy Boga, qui est un peu le seul pour l'instant que l'on a vu, parce qu'il y a aussi Baldé, mais qu'on a vraiment vu sur le terrain faire les différences qu'il sait faire. Un attaquant polyvalent qui justement a un peu ce profil-là, qui nous ferait du bien, notamment pendant la CAN où Terem Moffi et Jérémy Boga vont sûrement être absents. Donc voilà, c'est les trois postes que je verrai le plus. Après, moi, j'aimerais bien aussi qu'on recrute un milieu de terrain un petit peu plus créatif, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de milieux de terrain qui ont un profil qui n'est pas exactement le même, mais qui se rapproche. On manque un petit peu d'un créateur au milieu de terrain. Après, on a beaucoup de milieux de terrain quand ils sont tous là, qu'il n'y a pas de blessés, pour trois postes, dont un qui est quand même, on va dire, toujours pris par Youssouf ou par Rosario quand il est absent. Mais voilà, sans départ, je vois pas trop de recrues au milieu de terrain, même s'il nous en faudrait, il nous faudrait une recrue justement en milieu de terrain créatif. Et donc du coup, voilà, un latéral droit, un défenseur central gaucher et un attaquant polyvalent. Ton avis, Vincent, par rapport au mercato, on n'a pas pensé à quelque chose, mais il y a un monde où JC Todibo part à la mi-saison. Alors, oui, Jérémy, tu fais le nom de la tête, mais je suis d'accord avec toi. Ne serait-ce que par rapport au flocage que tu as derrière ce maillot, hein, il ne faudrait pas que Todibo parte. Bon, on va pas mettre des plans sur la comète, mais Vincent, toi, l'urgence absolue, c'est quel poste, si tu dois en identifier qu'un ou deux? Pour moi, bon, allez, deux postes, on va dire, bah, ça va être, je pense, un ailier polyvalent et un milieu créatif. Je m'explique parce qu'aujourd'hui, tu es quand même un petit peu trop dépendant offensivement des exploits de Boga pour t'amener du danger. Alors hier, c'est venu un peu de partout, mais sur l'ensemble du début de saison, je trouve que c'était beaucoup trop stérile offensivement. Quand Boga n'est pas dans un bon jour, bah, tu n'as pas vraiment de solution très efficace. Buonani, visiblement, ne s'est pas imposé. Baldé, aussi bon soit-il, c'est quand même encore très très brut et d'un point de vue tactique et intelligence de jeu, c'est encore trop limité pour en faire un titulaire ou du moins quelqu'un qui t'apporte dans la durée. Donc, en plus avec la CAN, je pense qu'un petit offensif un peu plus créatif, on va dire, et percutant, pouvant jouer à droite ou en pointe, ce sera intéressant pour nous. Et puis un milieu de terrain, on a vu des statistiques passer, mais même visuellement, c'était assez frappant, c'est qu'on a un milieu de terrain trop stéréotypé, qui fait des différences par la course, par le dribble, mais au final, par la passe, il y a très peu de décalage trouvé, très peu de combinaisons. Je trouve qu'on n'exploite pas du tout assez cette zone du terrain sur ce début de saison. Donc j'aimerais un profil comme celui-là, sachant que Claude Maurice, pour le moment, a un peu de mal à revenir. Enfin, je ne sais pas trop si au niveau physique, il est apte à enchaîner. On a Beka qui, malheureusement pour lui, bah, n'a pas la tête au football, donc ça fait une option en moins aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment un renfort à aller chercher aussi à ce poste-là. Et après, comme on l'a dit, il y a le cas Youssef Attal, donc je pense pas
qui reverra un jour les couleurs de l'OGC Nice, mais ça peut poser la question aussi, est-ce qu'on vient chercher un nouveau latéral droit? Et surtout, si on en prend un, quel profil on prend? Est-ce qu'on prend un numéro un, comme tu disais, qui va mettre Lotomba sur le banc? Est-ce qu'on fait confiance à Lotomba et on prend quelqu'un pour l'accompagner? Antoine Mendy? Ça va. Antoine Mendy qui est là aussi, est-ce que tu lui fais une place? Je pense que ça va être en dépendant des opportunités de marché à ce poste. Parce qu'on va pas se mentir quand même, le mercato hivernal, on peut avoir des idées, des ambitions, mais c'est pas le mercato le plus facile à négocier. Et la période, elle est très courte. Les clubs sont pas forcément vendeurs, donc Rap- c'est difficile à trouver. Rappelez-vous Très que, difficile à ouais, trouver. rappelez-vous que il y a tout juste un an, quasiment jour pour jour, l'OGC Nice payait 30 millions d'euros pour Terem Moffi. Je ne suis pas sûr que le montant aurait été le même si le joueur était venu sur un mercato estival. Alors, j'ai vu là une idée là qui me plaît beaucoup. Juste votre avis, Talabanans qui nous dit Thomas Lemar sur 6 mois. Bah pourquoi pas. Après, j'ai pas trop Il est à la suivi. cave, il est à la cave à Ouais, voilà. l'Atlético Est-ce qu'il est Madrid. en forme? Ouais, est-ce qu'il est en forme? Polyvalent. Ça, c'est une autre question. Mm. Après, je l'ai souvent vu dans un 4-4-2, Thomas Lemar, mais est-ce que dans un 4-4-3, un 4-3-3, c'est un système où il peut un petit peu s'épanouir? C'est mon petit doute. Je, je le vois vraiment comme un milieu gauche avec des responsabilités défensives, mais qui se projette, quoi. Mais pourquoi pas? Il a la C'est une idée. capacité, je pense, de jouer plus axial aussi, hein. Et il me semble que Mm. il l'a fait aussi en équipe de France, voire même avec Monaco. Mais le truc, c'est que À ça Monaco recommence aussi, ouais. à remonter en fait Mm. ces années-là, hein. C'est Ouais. que de quand date sa dernière saison pleine. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense qu'on est sur plusieurs années. On a parlé du mercato, des aspirations pour cette année. Euh, le point de progrès, clairement, il est on va dire, dans l'animation offensive. Mais quand même, de très très bons résultats avec de nombreux absents. Euh, j'ai pas forcément grand chose à rajouter, plus vous, en fait, Jérémy, par rapport, on va dire, au match d'hier soir et au mercato, et puis à ce bilan de mi-saison. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, je pense que ouais, on a été plutôt complet. Mais c'est vrai que non, moi je suis quand même content de voir qu'on a aussi retrouvé pas mal de choses enfin, qu'on demandait aussi en tant que supporter, mais j'en parlais aussi une fois dans Avantinissa, tout ce qui est autour du club. Par exemple, moi, tout ce qui était Zapgym, toutes ces choses-là, à un moment donné, moi j'avais un petit peu lâché. Cette saison, c'est vrai que le club a fait beaucoup d'efforts sur tous ces points-là. Et je trouve qu'il y a quand même une connexion supporter qui a été retrouvée. Je pense que c'est beaucoup dû à l'arrivée de Fabrice Boquet, qui justement en parle beaucoup dans son livre. Cette connexion aux supporters, le fait que le club soit un peu là pour rassembler un petit peu tout ce qu'il y a dans la région, qui est cette identité qui soit forte. Ce qu'il avait fait à Lorient à l'époque, et je pense qu'il essaie de faire la même chose aussi enfin, depuis qu'il est là. On le voit aussi notamment sur les réseaux sociaux. On a un community manager qui est aussi bien présent cette année. Le club est là et c'est quand même très appréciable. Donc voilà, je trouve que ça fait partie du très bon travail qui est fait depuis quelques mois. Mais sinon, non, pas d'autre chose à rajouter. Bravo à toute l'équipe pour ce qu'ils ont fait pour le moment. Oui, effectivement. Vincent, toi, un peu ton ressenti et puis quelque chose que tu souhaitais rajouter finalement dans cette émission. Bah écoute, moi mon ressenti il est vraiment positif. Je suis content du début de saison qu'on fait, de la tournure des choses, même de la manière dont on joue. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais honnêtement, je prends plus de plaisir cette année que sur les 5 dernières saisons. Donc satisfait de ce qui se passe et j'ai hâte de voir la suite et en espérant que ça continue comme ça en tout cas. Mais après, non, j'ai rien d'autre à rajouter. Peut-être juste que pour Todibo, je crois savoir que autant pour lui que pour le club, c'est pas une priorité de partir cet hiver. Donc, si quelqu'un le veut, bah, faudra mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça va continuer. Et on est sur la bonne voie. J'ai confiance aux hommes en place, aux joueurs, au coach Farioli qui semble s'épanouir ici. Donc profitons de ces moments et puis on rattaque la deuxième partie de saison avec, on l'espère, un petit podium au bout. Un petit podium et allez, soyons fous, un parcours en Coupe de France parce que le GC Nice Pourquoi pas. va reprendre aussi la compétition pour le 6 janvier en accueillant la JOCR, ancien pensionnaire de Ligue 1 l'année dernière, ce fabuleux match à domicile Nice-Auxerre d'ailleurs. Si vous n'avez rien à faire, vraiment regardez ce replay, affreux. Messieurs, un grand merci à vous pour votre participation à cette émission. C'était la dernière, je suppose, hormis dinguerie absolue d'ici 2024. C'était un plaisir de pouvoir proposer cette émission-là avec vous, Jérémy et Bertigno, Vincent. Merci à toi. On retrouve Merci. Jérémy prochainement dans Avantinissa, Vincent sur Twitter aussi. J'attends avec impatience, je te le dis là, tes trades Mercato, tes Fred J'ai Mercato. sorti le premier déjà. J'ai vu. J'attends le latéral droit. Voilà, je te le dis. Et c'est le plus dur. Hein. Ah, mais oui, je sais que c'est le plus dur. Je sais que c'est le plus dur. Donc, je vais être très, très attentif. Merci à tous les deux en tout cas. L'émission, elle est à retrouver dès ce soir sur YouTube et sur Spotify. Merci à vous. Passez de très, très belles fêtes de fin d'année. Une bonne année en avance. Merci Logim pour cette saison, pour cette année civile 2023. On va oublier le FC Bâle. C'était cool, franchement. Merci, continuons comme ça. Et puis à très vite sur cette chaîne et sur d'autres médias. Je vous embrasse et puis Sanissa. Ciao, ciao.